8h30 sur LCI. L'invité ce matin, c'est Olivier Marleix. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Vous êtes l'un des acteurs clés du vote de la motion de rejet hier à l'Assemblée sur le texte de loi immigration. On va revenir en détail dans quelques instants sur la journée d'hier, sur votre vote d'hier. Je voudrais d'abord qu'on se projette sur les heures à venir. Le gouvernement a une décision à prendre. Que va-t-il faire de ce texte immigration? Va-t-il le retirer? Cette option semble exclue au vu des réunions qui se sont tenues hier soir. Va-t-il convoquer une CMP, commission mixte paritaire, pour mettre d'accord députés et sénateurs, ou va-t-il poursuivre la discussion au Sénat? De votre point de vue, que doit-il faire? Que demandez-vous? Qu'attendez-vous? Écoutez, que le gouvernement répare un défaut originel dans ce texte, dans lequel il y a des mesures positives, des mesures qu'on a proposées d'ailleurs au gouvernement il y a un an, comme l'expulsion des étrangers délinquants. Il y a un an, le gouvernement a refusé nos propositions en la matière. Maintenant, il nous dit qu'il y a urgence, il a perdu du temps. Donc ces mesures-là, on peut évidemment les voter. On est prêt à les voter. Ça peut se faire en quelques heures, en quelques jours. Ça veut dire revenir au texte du Sénat? Mais, pardon, en revanche, il y a des mesures dans ce texte dont M. Darmanin ne parle pas, qui sont des mesures le droit à régularisation des étrangers. Et ça, c'est inacceptable dans un pays qui accueille, comme il a jamais accueilli, 500 000 étrangers par an. L'immigration n'est plus contrôlée. Mais vu votre désaccord sur le fond, pardon, Olivier Marleix, y a-t-il une voie de passage? Y a-t-il une possibilité? Comme le dit Gérald Darmanin ce matin, il y a quelques instants, on l'a entendu en direct sur LCI, il dit sa grande persévérance et sa grande motivation pour faire avancer le texte. Mais ce texte peut-il encore avancer? Ce texte est-il mort? Je crois que le gouvernement touche à la limite du en même temps. On ne peut pas, en matière d'immigration, faire un texte qui prétende durcir les règles, comme ce qu'ils ont fait au Sénat, où M. Darmanin a essayé de trouver un accord avec la droite, et tout défaire en commission des lois à l'Assemblée nationale, en s'appuyant sur la NUPES, sur la France insoumise. Tout ça est totalement incohérent. Pourquoi? Parce qu'il y a une contradiction dans ce texte. D'un côté, il y a des mesures plutôt positives, la levée des protections pour expulser les étrangers délinquants, ça on veut bien, mais il y a des mesures totalement inacceptables pour la droite, comme ce droit à la régularisation, qui entraînera des régularisations massives. Mais quelle conclusion c'est 200 000 à 300 000 personnes qui seront régularisées si ce texte est voté. Le fait, Olivier Marleix, qu'il y ait, de votre point de vue, cette limite du en même temps, ces contradictions dans le texte, si je comprends bien vos propos, vous en tirez quelle conclusion? Est-ce que ce texte peut encore voir le jour? choisisse son camp. Le en même temps, ça ne marche pas. Donc soit c'est un texte de droite, soit c'est un texte de gauche, mais ça peut pas être les deux à la fois. Sinon, c'est de la bouillie. Et donc, c'est très simple, mais qu'il retire ce droit à la régularisation, comme le Sénat avait essayé de le faire, qu'il retire une autre disposition qui est la possibilité pour un demandeur d'asile de travailler dès le premier jour. C'est-à-dire qu'en clair, un demandeur d'asile, que sa demande d'asile soit fondée ou pas, en fait, on lui donne une autorisation de séjour immédiatement et on lui permet de s'installer en France. Ça ferait de la France le pays le plus attractif en Europe. Vous savez combien il y a de demandes d'asile l'année dernière aux frontières de l'Union européenne? 980 000. C'est-à-dire que la France sera le pays le plus attractif. Donc à ces conditions-là, vous voterez le texte. Il faut retirer tout ça, il faut un texte au périmètre réduit, un texte de fermeté, et un texte de fermeté, évidemment, qu'on pourrait le voter. Je m'arrête un instant sur les mots que vous venez d'employer. Il faut un texte au périmètre réduit, un texte de fermeté. Donc il reste une voie de passage pour ce texte, à condition de le réécrire en partie, de le resserrer. Oui, c'est ça, tout à fait. Je crois qu'il faut retirer ces mesures qui sont pour nous tout à fait inacceptables. Monsieur Darmanin n'en parle pas d'ailleurs. Il met toujours en avant les mesures de droite. Les Français, oui, ils attendent un texte sur l'immigration, mais ils n'attendent pas un texte qui aggrave l'immigration. Or, ce texte aujourd'hui, quand on fait la balance, il aggrave l'immigration. Moi, je ne comprends pas l'empressement du ministre de l'Intérieur à vouloir aggraver la situation de la France en régularisant massivement, comme il se propose de le faire avec ce texte. Olivier Marleix, pardon d'insister sur la procédure, mais il se trouve que pour arriver à une fin, il faut des moyens. Les moyens, c'est la procédure. Si le texte est envoyé en commission mixte paritaire, il se trouve que la droite et le centre ont la majorité, si l'on regarde les députés et les sénateurs. Est-ce que vous êtes prêts à trouver un accord avec les membres de la CMP pour aboutir à un texte? Est-ce que vous souhaitez le succès de la CMP? Si on a voté cette motion de rejet hier, c'était effectivement pour revenir au texte du Sénat. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul texte. Donc si le gouvernement veut reprendre la discussion, il est obligé de le faire à partir du texte durci par le Sénat. Et il a deux possibilités. Soit il le fait en CMP. D'habitude, vous savez, une CMP, une commission mixte paritaire, c'est la copie de l'Assemblée contre la copie du Sénat. Là, il y a une seule copie. C'est celle du Sénat. Et donc, effectivement, le Sénat sera en position de force et pourra exiger beaucoup de choses de la majorité Renaissance. Il sera d'autant plus en position de force que si la CMP échoue,
le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de repartir à partir du texte du Sénat. Voilà. Donc, on a mis le Sénat en position de force pour nettoyer ce texte de ce qui n'a pas à y figurer, notamment ces régularisations massives que M. Darmanin est empressé de faire. S'il y a un texte qui est finalement trouvé, un accord dans cette commission mixte paritaire, il faudra quand même valider les conclusions de la CMP. Comment vous imaginez que on n'en est pas là. possible ? Vous allez beaucoup plus vite que la musique. À l'heure qu'il est, on ne sait absolument pas ce que veut faire le gouvernement. Et donc. Mais vous lui demandez de renvoyer le texte au Sénat ou vous lui demandez de convoquer la CMP ? C'est vraiment son affaire. C'est d'accuser parlementaire. Voilà. Hier, Gérald Darmanin, vous le disiez, vous a adressé un avertissement. Je le cite. C'était au 20h de TF1. Si on n'a pas ces mesures, des drames nous attendent. Si on n'a pas ces mesures, nous ne protégerons pas. Si on n'a pas ces mesures, ça veut dire qu'on laisse la politique politicienne l'emporter sur l'intérêt général. De quelles mesures parle M. Darmanin ? Des mesures qui figurent dans son texte. De celles que nous lui avons proposées il y a un an, le 1er décembre. Je vous invite à tout à fait vérifiable. Le 1er décembre, dans notre journée de niche des Républicains, nous avons consacré 2 textes sur 4 à l'expulsion des étrangers. Il parle pas des textes du un an, il parle bien du texte qui était présenté. Quand M. Darmanin dit qu'il y a une urgence, etc., c'est sur ces mesures, c'est les fameux 4000 étrangers délinquants qu'il dit ne pas pouvoir expulser. On lui a proposé un texte il y a un an. Mais que n'a-t-il saisi cette occasion, si c'était si urgent que ça ? Voilà, alors je lui renvoie le défi, mais sur ces mesures-là, qu'il nous fasse un texte spécifique sur ces mesures-là, le nôtre ou un autre, mais ça se vote en 8 jours. Il n'y a aucune difficulté avec ça. Le problème que nous avons, c'est une fois encore le en même temps et les régularisations massives que prévoit ce texte dont M. Darmanin ne parle pas. Une fois encore, nous n'avons donc même quelques raisons de nous méfier de M. Darmanin. Son bilan en matière d'immigration est absolument désastreux. Il peut toujours être un interlocuteur pour vous. Je voudrais quand même insister sur ce point. Le bilan de M. Darmanin, c'est quoi ? C'est 500 000 étrangers accueillis cette année. C'est l'équivalent d'une ville comme Toulouse. C'est 2 fois plus d'étrangers accueillis dans le quinquennat de M. Macron que nous n'en accueillions dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy. C'est 3 fois moins d'étrangers expulsés que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Le bilan de M. Darmanin, c'est le plus mauvais bilan en matière de contrôle de l'immigration. Alors, quand le plus mauvais élève, quand le cancre de la classe vous dit « Non, mais demain, je serai le premier de la classe, vous êtes obligé de me faire confiance », on a quand même le droit d'être un tout petit peu circonspect. Est-ce qu'il peut encore être un interlocuteur pour vous, vu ce que vous décrivez de son action et de son bilan ? Ce qu'il y a d'assez gênant avec M. Darmanin, c'est effectivement son double langage permanent. Je dirais essayer de trouver un accord, de faire croire, de faire pencher le texte à droite pour faire un texte de droite avec les sénateurs et en commission des lois à l'Assemblée nationale, faire voter son texte, enfin détricoter le texte du Sénat avec, une fois encore, la France Insoumise et la NUPES. Tout ça est absolument incohérent. Donc il y a un moment où il faut que M. Darmanin, alors peut-être qu'il n'a pas les mains libres, peut-être que c'est le président de la République qui lui impose ce en même temps, mais dans ce cas-là, il faut aussi qu'il prenne ses responsabilités. M. Darmanin parle beaucoup de prendre ses responsabilités, il ne parle jamais des siennes. Le ministre de l'Intérieur hier estimait que vous le détestez, que vous êtes dans une obsession personnelle. Est-ce que c'est le cas ? Écoutez, c'est un fantasme du ministre de l'Intérieur. J'observe que depuis 18 mois, s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher aux Républicains, c'est d'avoir essayé de trouver des voies de passage sur tout ce qui nous paraissait utile à l'intérêt général. Vous ne le reprochez pas d'être un ancien de LR qui est parti, qui a trahi. Nous avons voté. Non, j'ai juste du coup un petit doute sur la fiabilité de ce que dit M. Darmanin, qui était au meeting de tel candidat de la présidence de droite à l'élection présidentielle et qui le lendemain était avec un autre. Mais tout ça est très secondaire. C'est pas secondaire, Olivier Marleix. C'est votre interlocuteur pour pouvoir trouver un accord sur l'immigration. Vu ce que vous décrivez, on ne voit pas très bien comment vous pouvez parler avec lui. Je pense qu'il n'y a aucun ministre, à commencer par la chef du gouvernement, qui peut faire le reproche aux Républicains de ne pas avoir fait cet exercice. Pas toujours confortable pour un groupe d'opposition, de trouver des voies de passage à chaque fois que ça nous paraît utile à l'intérêt national. Le problème, c'est que des régularisations massives, ça ne me paraît pas utile à l'intérêt national. Donc que M. Darmanin l'entende, qu'il retire cette disposition, qu'il arrête de faire de la France le pays le mieux disant en matière d'accueil d'asile en Europe, et peut-être qu'on pourra discuter. Mais on ne va pas discuter en piétinant nos propres valeurs. Vous savez, je l'ai dit, moi, il y a 1 an et demi déjà, à la Première ministre. Je lui ai dit,
Et on essaiera, l'Assemblée nationale fait qu'il n'y a pas de majorité, c'est le choix des Français, chacun est devant ses responsabilités. On étudiera les textes au cas par cas. Je lui ai dit depuis le début, attention, il y a un texte sur lequel je pense que ce sera compliqué, ce sera la question de l'immigration, parce que c'est un sujet trop grave aux yeux des Français, et vous ne nous ferez pas faire le contraire de ce qu'on pense. Vous avez eu depuis hier, depuis le vote de cette motion de rejet, des contacts avec Gérald Darmanin, avec Elisabeth Borne, avec Emmanuel Macron? J'ai eu un très rapide échange avec la Première ministre, et je lui ai dit à peu près ce que je vous ai dit sur les. Vous l'avez appelé, elle vous a appelé? De passage, je sais pas, je lui ai, je crois que c'est moi qui ai pris l'initiative d'un petit message mais ça est très secondaire pour notamment, voilà, enfin, commenter des propos peu amènes du ministre de l'Intérieur. Donc il fallait qu'il change de ton à l'égard de la droite s'il voulait avoir une chance d'un succès sur ce texte. Je me permets un commentaire, Olivier Marleix. Ça me paraît pas secondaire du tout. Ça me paraît être essentiel. Si vous n'êtes pas en mesure de parler LR, gouvernement, ensemble, autant dire pour vous comme pour le gouvernement que cette loi est morte. La preuve, c'est qu'on se parle depuis 1 an et demi. Chacun assume ses responsabilités. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu sur le changement de ton nécessaire? Je ne vais pas révéler des conversations. Ça a très peu d'intérêt. Le sujet, c'est que moi, je lui ai redit exactement ce que je vous ai dit, à savoir, il n'y a de chance de succès que si vous retirez ce volet totalement irresponsable qui est le droit à la régularisation et qui est cet accueil de l'asile, notamment. Voilà. À défaut de pouvoir parler avec le ministre de l'Intérieur, est-ce que la Première ministre peut être l'interlocuteur pour la suite de la discussion sur ce texte? Moi, j'observe qu'elle a en réalité un peu plus de savoir-faire. Peut-être est-elle un peu plus respectueuse. Vous savez, on a eu une journée de niche, une fois encore, la semaine dernière, où on a proposé un certain nombre de mesures à la majorité. On a proposé une modification constitutionnelle. C'est pas anecdotique, c'est pas un sujet gadget. Il y a des plus grands juristes dans notre pays qui disent que oui, il y a une situation particulière de la France. En France, les traités internationaux, certains traités internationaux, comme la jurisprudence de la CEDH, pénètrent directement dans notre droit et devient intouchable et fait que la loi ne peut pas se heurte à ces jurisprudences. C'est pas le cas en Allemagne, par exemple. Donc c'est un vrai sujet de réflexion. Les Allemands ne respectent pas moins les droits de l'homme que nous. Bien, M. Darmanin a envoyé balader toutes nos propositions. Il est vrai que vous avez été agacé par son attitude. Pendant toute la journée. On a ensuite proposé la dénonciation, la renégociation du traité franco-algérien avec l'Algérie. Là aussi, tout ça a été balayé d'un revers de la main. Pour être constructif, il faut être deux. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de respect de part et d'autre. Nous, on y est prêts. Depuis 1 an et demi, on a essayé de voter une fois encore tout ce qui allait dans le sens de l'intérêt général, même si parfois c'est difficile. Sauf que lui, il vous voit, et il l'a dit hier aux 20h de TF1, désormais comme une béquille du RN. Ça les déshonore, dit-il à propos des Républicains. Les Républicains ne prennent pas leurs responsabilités. Vous êtes devenu la béquille du Rassemblement national. On a parfaitement pris nos responsabilités en refusant un texte qui entraînerait en l'état des régularisations massives. Voilà, ce droit à la régularisation est ouvert jusqu'en 2028. Ça veut dire que des gens qui actuellement sont en Guinée à regarder TF1 pour savoir si cette loi va être votée, ils ont encore tout leur temps pour venir en France et remplir les 2 conditions qui sont prévues par la loi, les 3 ans de séjour, les 8 mois d'activité dans un métier en tension, et hop, vous avez droit à la régularisation. Olivier Marleix, vous savez combien il y a de clandestins en France aujourd'hui? Il y en a vraisemblablement 900 000. Il y en a sans doute 40% qui remplissent d'ores et déjà la condition des 3 ans. Donc on enverrait immédiatement un signal absolument terrible en régularisant plusieurs centaines de milliers de personnes. C'est inacceptable. Si vous êtes aussi au clair sur vos convictions et ce que vous pensez du texte, pourquoi avoir attendu si tard hier avant de dire avec votre groupe nous allons voter, et on en reparlera une partie seulement, la motion de rejet? Pourquoi avoir convoqué une réunion à 16h30? Pourquoi ne pas l'avoir dit clairement en avance, plusieurs jours avant? C'est un détail, mais tout ce que je vous dis... C'est un détail, c'est essentiel, ça crée une situation politique inédite. Ça s'appelle une motion de procédure. Tout ce que je vous ai dit qui est absolument essentiel, ça fait 1 an qu'on le dit à M. Darmanin. Fait 1 an. Pourquoi ne pas avoir dit que vous voteriez la motion de rejet clairement il y a plusieurs jours? Que la motion de rejet, c'est une question qui se pose un peu à la dernière minute. Vous savez comment ça marche. Il y a plusieurs motions de rejet qui sont déposées. Il n'y en a qu'une qui est tirée au sort. Le fait qu'elle vienne celle des écolos et que ce soit eux qui aient le temps de parole pour la présenter, évidemment, ne nous enchantait pas et méritait un petit temps de réflexion. Et qu'est-ce qui a emporté la décision? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de voter cette motion de rejet? C'est pour punir le gouvernement de ces 49.3? Non, absolument pas. Une fois encore, les 49.3, ils ont été utilisés pour l'essentiel sur les textes budgétaires et le gouvernement n'avait pas d'autre choix. Non, c'est vraiment parce que sur le fond, on ne peut pas accepter toute une partie de ce texte que dissimule au maximum M. Darmanin, mais qui est bien là, qui est ce droit à la régularisation qui entraînera
200, 300 000 régularisations. Ou c'est parce que vous ne vouliez pas être moins disant que le derrière RN. le regroupement familial. Non, et vraiment, c'est une question de le sujet et pas celui-là d'être plus de 10 ans, moins 10 ans, que ce soit. Moi, depuis 1 an et demi, je vois la Première ministre assez régulièrement qui nous consulte pour savoir ce qu'on pense de tel ou tel texte que le président de la République lui a demandé de passer. Ça fait 1 an et demi que je lui dis attention, sur les autres textes, on arrive à trouver des points d'accord. On met des feux verts, interdiction de toucher aux réserves de lire que des feux rouges, pardon, interdiction de toucher aux réserves de lire Cantec, par exemple, sur le PLFSS, sur d'autres sujets. Et ça fait 1 an et demi que je lui dis attention, sur l'immigration, c'est un sujet essentiel. Les Français, ils attendent un changement radical. Ce texte ne donne pas les moyens d'un changement radical. Au contraire, il aggravera la situation. C'est ça la réalité de ce texte. Mais cette alliance des contraires dénoncée par le gouvernement RN, LR, NUPES, ça ne vous pose pas de problème. Vous retrouvez à voter comme Marine Le Pen et Mathilde Panot, ça ne vous pose pas de problème. C'est grâce à cette alliance des contraires que le gouvernement, en commission des lois, que M. Darmanin a détricoté le texte du Sénat. Ce que M. Darmanin oublie de dire aux Français, c'est que ce qu'il avait laissé passer au Sénat, il l'a laissé détricoter en commission des lois par une alliance Renaissance France Insoumise, ce qui montre vraiment très clairement de quel côté penche désormais le texte. C'est un texte qui a été coécrit par la majorité et par la NUPES. Il ne faut pas s'étonner après qu'on n'en veuille pas. Vous-même, dans votre groupe, tout le monde n'a pas voté de manière unanime pour cette motion de rejet. La grande majorité a voté pour le rejet, mais il se trouve que 22 députés n'ont pas voté pour. Alors pour diverses raisons, il y a du contre, il y a de l'abstention, il y a ceux qui n'ont pas pris part au vote. Vous avez vous-même un groupe divisé. Je crois qu'il y avait, sur ceux qui se sont abstenus, il y avait une question pour beaucoup, je crois, de méthode, du fait que c'est un texte qui venait, c'est une motion de rejet qui avait été déposée par la France, par les écologistes. Il y a quand même un tiers du groupe qui n'était pas aligné. Un tiers. Non, vous avez vous mélangé avec des gens qui n'étaient pas là pour des raisons. Les contre, les abstentions et ceux qui n'ont pas pris part au vote. 41, qui n'avaient pas envie d'être là. 41 pour des raisons très diverses. 41, ça fait pas tout à fait un tiers, je pense. Il n'y a pas de division du groupe LR. Non, je pense qu'en tout cas, on est totalement. Vous ne trouverez pas un député LR qui vous dit, ou alors ce serait assez étonnant, qu'il n'a pas de problème avec la régularisation massive. Je pense que c'est inacceptable aux yeux de tous les députés. Mais on trouve des députés LR qui n'étaient pas alignés avec votre position. Tout le monde est prêt à repartir sur le texte du Sénat. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que le pays puisse continuer d'avancer? Vous avez dit, il y a 1 an, on a dit à la Première ministre, on est prêt à travailler, sauf sur l'immigration. Hier, le mot dissolution a été prononcé par Gérald Darmanin lui-même. Ce matin, Jordan Bardella la demande solennellement. Est-ce que vous considérez qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale? J'en sais rien, c'est l'apanage du président de la République. C'est sa décision. Ce que j'observe, c'est que c'est assez étonnant cette façon qu'a le gouvernement. C'est-à-dire quand si on n'obéit pas au doigt et à l'œil, si on n'est pas le petit doigt sur la couture du pantalon, c'est la menace de la dissolution. Si le président de la République considère qu'il y a une crise majeure dans ce pays, il y a d'autres solutions. Il peut remettre aussi en cause son propre mandat. C'est-à-dire il peut aussi remettre en cause son propre mandat. Le général de Gaulle, la République démissionne. Le général de Gaulle l'a fait. Non, mais je veux dire, c'est un peu facile. Ce gouvernement, à chaque fois qu'on lui résiste, menace les députés de les renvoyer devant le peuple. Je dis que le président de la République, c'est une possibilité. Moi, je la respecte. Je suis ravi. J'ai fait 3 campagnes d'élections législatives. Je suis ravi de retourner devant les électeurs. Il n'y a aucun problème. Je veux dire que si on va par là, le président de la République peut aussi s'interroger sur la possibilité, s'il estime qu'il n'a pas les moyens de gouverner. Pardon, je suis pas sûr de comprendre. Vous appelez Emmanuel Macron à démissionner de son mandat de président de la République? Évidemment que non, mais je dis pas le sujet. Je dis que le président de la République a effectivement un ensemble de moyens en sa possession, qui est soit une dissolution, soit remettre en cause son propre mandat. Voilà. Remettre en cause son propre mandat, ça veut dire démissionner. Ça veut dire ce que ça veut dire. Expliquez-nous. Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, mais ça veut dire que le président de la République, il a effectivement le moyen de retourner lui aussi devant les urnes, s'il le souhaite. Je ne sais pas s'il peut d'ailleurs constitutionnellement. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que la menace en permanence, c'est-à-dire que soit vous votez, soit on dissout, est quand même assez peu respectueux du Parlement. Donc si on veut que le Parlement travaille respectueusement, il faut peut-être changer là aussi de ton. Mais est-ce que cet épisode sur la loi immigration ne peut être qu'une parenthèse? Est-ce que demain, une fois le texte adopté, pas adopté, abandonné, pas abandonné, vous pourrez, comme vous le disiez à l'instant, reprendre le travail avec le gouvernement, voter des textes avec eux, discuter comme si de rien n'était? J'observe que d'habitude, on arrive à trouver, on a réussi, pas toujours, mais enfin, on arrive à avoir un minimum d'écoute, sinon ça n'aurait pas marché depuis 18 mois. Donc il n'y a pas de rupture avec le gouvernement pour la suite de la mandature?
Écoutez, on verra. Il n'y a pas d'accord avec le gouvernement. Donc, on est libre et on avance. C'est un choix qui a été fait au début. On a refusé, évidemment, d'entrer dans une coalition qui n'avait aucun sens à nos yeux. Comme tous les groupes d'opposition, on a décidé d'assumer nos responsabilités, texte après texte. J'observe que c'est la première fois qu'il y a un blocage, parce qu'une fois encore, on touche à un sujet totalement essentiel, qui est celui de l'avenir du pays, qui est extrêmement important pour l'unité nationale. Regardez l'ambiance dans le pays, regardez ce qui s'est passé à Crépol. Notre pays, nos frontières ne peuvent plus être des passoires comme elles le sont devenues depuis quelques années. Et donc oui, il faut un sursaut, oui, il faut une rupture radicale, et c'est la responsabilité de la chef du gouvernement de savoir retrouver les moyens de ce sursaut et trouver les moyens d'une solution. Une fois encore, sur les mesures d'expulsion des étrangers délinquants, il y a un accord dès demain, s'il le faut. Pour poser la question autrement, il n'y aura pas un avant, un après. Vous considérez que le travail dans l'intérêt du pays peut continuer, doit continuer, et vous êtes prêt à voter des textes du gouvernement ? Mais la loi Pacte, par exemple, pour les entreprises, toutes les mesures qui vont vous être proposées. Il faut une nouvelle loi de programmation de l'énergie, puisque l'actuelle prévoit toujours de fermer la moitié des centrales nucléaires. Tout ça, vous voterez. Donc il va falloir travailler. En tout cas, on y travaillera, on assumera nos responsabilités, comme on fait toujours. Mais assumer nos responsabilités, ce n'est pas obéir au gouvernement, le petit doigt sur la couture du pantalon. Vous disiez à l'instant, la chef du gouvernement peut agir. Qui a les cartes en main ? Le président, la première ministre, les parlementaires? Où se situe la clé de déblocage pour que le pays puisse continuer d'avancer? Je sais pas, dans nos institutions, c'est le président préside, le Premier ministre gouverne. Je sais pas comment ça se passe entre eux, mais enfin, voilà. Non, mais j'observe que... Elle reste un interlocuteur aussi, le gouvernement. Vous ne demandez pas un changement de Premier ministre, un remaniement? Aujourd'hui, mais non, la question des personnes, franchement, ne nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est les projets, c'est ce qu'on vote pour la France. Est-ce que c'est utile? Oui, bien sûr, la méthode, un peu d'écoute. Pour l'instant, on n'a pas eu effectivement cette écoute. Le en même temps, il est absolument intenable en matière d'immigration. C'est plus d'immigration ou moins d'immigration. Nous, on veut moins d'immigration. C'est au gouvernement d'entendre, de ne pas jouer... Une fois encore, moi je pense que si on retire un certain nombre de décisions tout à fait funestes pour le pays de ce texte, il doit y avoir une possibilité d'avancer sur l'immigration et de faire cette rupture qu'attendent les Français. Enfin, même si je pense au fond que sans réforme constitutionnelle, ce ne sera que une piètre avancée, une modeste avancée. Il y a donc une voie de passage, mais elle ne sera pas facile à trouver. Merci beaucoup, Olivier Marleix, d'avoir été l'invité de LCI ce matin.